Je m'appelle Mickaël Jérémiaz, j'ai 41 ans, je suis ancien champion paralympique de tennis fauteuil et porte-drapeau de l'équipe de France paralympique aux Jeux de Rio en 2016. Je suis devenu paraplégique suite à un accident de ski à l'âge de 18 ans, le 7 février 2000. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur, consultant, producteur et papa de 2 petits garçons. Quand j'ai eu l'accident et que j'ai découvert que j'étais paraplégique, de toute façon je l'ai ressenti physiquement. Alors j'étais paraplégique incomplet, donc j'avais une perte de sensibilité, de motricité sous ma lésion. Et donc assez rapidement j'ai compris et puis on m'a expliqué que je ne remarcherais plus. Ce qui a été difficile à accepter. Mais surtout c'est que je me suis posé des questions assez basiques d'un jeune homme de 18 ans. Alors pour les hommes qui connaissent ce petit syndrome-là de la petite érection matinale que j'avais plus, et pas que matinale d'ailleurs, pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, j'étais paralysé du nombril jusqu'aux orteils. Et j'ai eu une petite récupération progressive. Et je me souviendrai toute ma vie du premier jour, donc 3 semaines après l'accident, en soins d'éducation, je me réveille avec cette première érection un peu spontanée. Et à ce moment-là, il n'y a aucune pudeur. Hein, j'appuie sur la petite sonnette et j'appelle l'infirmière pour lui montrer. Alors pas pour lui montrer, regarde mon zizi, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Et donc elle vient, elle fait, vous avez une érection, Mickaël. L'aide-soignante arrive, le médecin-chef, et je fais, est-ce que je suis en train de récupérer? Et ils me disent à ce moment-là, et ça a été pour moi peut-être le tournant de ma reconstruction, c'est de me dire, ok, je ne remarcherai peut-être plus jamais. Par contre, je vais pouvoir potentiellement retrouver une vie sexuelle, une vie intime. Et après, à ce moment-là, je ne pensais pas encore à la parentalité, mais en tout cas, d'avoir une vie intime. J'avais 18 ans. Et à 18 ans, si vous demandez à un panel de 1000 jeunes de 18 ans, est-ce que vous avez le choix entre ne plus jamais remarcher, mais avoir une vie sexuelle épanouie, ou alors courir le 100 mètres en 10 secondes, mais ne plus jamais avoir une vie sexuelle épanouie, je pense que majoritairement, ils vous diront qu'ils souhaiteraient avoir une vie sexuelle épanouie. Donc ça a été une obsession pour moi, après mon accident. Je me suis rassuré, mais ça a été espèce de frénésie de me prouver et de prouver à la terre entière que je pouvais coucher avec n'importe qui. Et donc pendant des années et des années, ça n'a pas duré toute ma vie. J'ai rencontré l'amour un jour, je me suis un peu calmé, mais pendant des années et des années, j'avais une obsession, c'était presque une addiction, de pouvoir n'importe quand, n'importe où, quand j'allais en soirée, quand je sortais, de pouvoir plaire et séduire n'importe qui et, in fine, de ramener la personne dans mon lit ou, en tout cas là, on irait faire l'amour ensemble. J'ai mon accident en 2000, je redécouvre progressivement, un peu maladroitement, puis ensuite en reprenant confiance la sexualité. J'ai une sexualité très épanouie pendant 8-9 ans après mon accident. Je rencontre l'amour, c'est la première fois que je tombais amoureux de ma vie. La première fois que je restais avec une fille plus de quelques semaines. Cette personne-là deviendra ma femme. 3 ans plus tard, on se dit qu'on veut des enfants, donc en 2012, on se marie. Alors pas par croyance, mais on se marie d'abord et on essaie d'avoir des enfants par la suite. Et en fait là, on se rend compte qu'on a une infertilité de couple. Donc c'est un parcours du combattant qui s'enclenche. Et il nous faut 3 ans. 3 ans de procréation médicale assistée, de FIV, donc de fécondation in vitro. D'abord en France, ça ne fonctionne pas. 12 tentatives plus tard, en Angleterre, ma femme étant anglaise, on arrive sur la dernière tentative. Ma femme m'a dit après ça, on arrêtera et on adoptera, parce qu'on voulait quand même être parents, peu importe par quel moyen. Et là, ma femme tombe enceinte fin 2011, milieu 2011, et accouche le 11 mars 2016 d'un petit garçon, d'un petit Milo, qui devient notre premier petit garçon. Donc un miracle, pour le coup, un vrai miracle, après 3 ans où ma femme n'a jamais baissé les bras, où moi j'étais impuissant, et en même temps la seule chose que je pouvais faire, c'était de l'accompagner, d'être là pour elle, parce que ce qui est un problème potentiellement masculin devient de fait un problème féminin. Toute la stimulation hormonale, c'est ma femme qui a dû se l'imposer, avec toutes ses complications et ses conséquences. Moi, je devais juste être un roc pour elle, ce que j'ai essayé de faire. Et le jour où j'ai appris que ma femme était enceinte, ça s'est pas fait juste, vous savez, en pissant sur un petit truc qui devient bleu. Non, c'était pas aussi joli que ça. C'était en appelant un laboratoire un dimanche, un laboratoire spécialisé, et qui là nous dit oui, vous avez un taux de temps. Elle n'a jamais eu un taux plus que 6 ou 7, donc un taux de femme pas enceinte. Je me souviens toute ma vie, j'étais à côté de ma femme, j'étais prêt à la prendre dans mes bras et qu'on s'effondre, qu'on ne sera jamais parents biologiques à ce moment-là. Et là, je regarde ma femme, il nous dit un chiffre, je sais pas, 200, 300 ou 400. Je fais, excusez-moi, c'est-à-dire que ma femme est enceinte? Je fais, ah oui, pardon, elle est enceinte, félicitations, bonne journée. Et là, je m'effondre. Tout ce que j'ai gardé pendant 3 ans, où jamais j'ai versé une larme, jamais je me suis effondré devant ma femme, alors que j'avais une envie folle depuis tout gamin d'avoir des enfants, à ce moment-là, je m'effondre. Inconsolable. On appelle mes parents, inconsolable au téléphone, puis on appelle ses parents, pareil. Et ça a été après, depuis 11 ans de bonheur, parce que on a eu ce petit bonhomme qui aujourd'hui a 7 ans, qui est un gamin extraordinaire. Et puis en fait, on voulait avoir plusieurs enfants, mais ma femme m'a dit, je voudrais qu'on retente une dernière fois, avec exactement le même parcours, qui a été un tout petit peu plus rapide, mais quand même compliqué, parcours de fécondation in vitro. Et on s'est retrouvés, nouveau miracle, moi à 41 ans, ma femme à 43 ans, et on vient tout juste d'avoir un deuxième petit garçon, un petit Oscar,
voilà, âgé de quelques mois. J'étais déjà un homme très heureux, puis je suis devenu un papa heureux. Là, je suis un papa encore plus heureux et avec une vie extrêmement riche. Et oui, ça a été un parcours très compliqué, avec des moments de doute, de désespoir. J'ai été souvent bien accompagné, parfois pas du tout. On a des fois été complètement livrés à nous-mêmes. On a eu en plus l'expérience française et aussi l'expérience anglaise. Le résultat, c'est qu'on sait, pour avoir fréquenté justement des hôpitaux, des cliniques et des couples qui, pour certains, n'y arriveront jamais, on sait qu'on a eu de la chance, même si c'est plus facile en général pour la majorité des gens d'avoir des enfants. En tout cas, ça restera un parcours assez fou qui nous a pris 10 ans de notre vie, 10 ans de notre vie à vivre pour ça et autour de ça. Parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas manger ce que vous voulez, boire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas partir quand vous voulez. Quand vous dites tiens, c'est le bon moment, il faut le faire là. On annule des vacances, on est absent à des événements importants de la vie et des vies des gens qui nous entourent. Donc c'est beaucoup de sacrifices, mais je pense que ma femme voilà, sera d'accord avec moi là-dessus. Si c'était à refaire, on ferait exactement la même vu le bonheur que nous procurent nos deux petits bonhommes. En fait, quand ma femme est tombée enceinte, je dis souvent quand on est tombé enceinte parce que c'est tellement un parcours qu'on a partagé du début à la fin ensemble, j'étais extrêmement heureux. C'est là où j'ai commencé à paniquer. Pas de peur qu'elle perde le bébé, parce qu'après c'était une grossesse tout à fait normale. C'est que j'avais aucun rôle modèle de ce que c'est un papa en fauteuil roulant. J'ai plein de potes, des potes en fauteuil roulant, des copines en fauteuil roulant, mais j'ai pas d'exemple de potes qui ont vécu pendant le moment où on se fréquentait de jeunes papas en fauteuil roulant. Et donc en fait j'avais une peur de tout. Comment je vais prendre le bébé, est-ce que je vais pouvoir l'emmener, est-ce que je peux le transporter, comment je le mets dans la voiture, comment je le sors de son landau, comment je vais lui donner à manger, je me posais toutes ces questions-là. Et en fait, j'ai été, comme beaucoup de papas et beaucoup de mamans, peut-être un peu maladroit, peut-être pas forcément le plus efficace au début, mais en fait j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et je crois que je ne me suis pas trop mal débrouillé. En fait, on n'a pas de guide pratique, alors il y a des livres, il y a plein de choses, mais moi je n'avais pas vraiment d'idée de ce que c'était. Donc j'ai expérimenté, j'ai adapté mon environnement, j'ai adapté ma façon de le porter, de partager des choses avec lui. C'est passé des mois. Vraiment des mois avant que je sorte seul de chez moi avec le bébé. Je sortais toujours avec ma femme ou avec des amis, avec mes frères, mes parents. Et ça a été finalement assez compliqué au début, juste d'avoir des réponses à mes questions. Qu'est-ce que je dois acheter? Comment je trouve des adaptations? Donc on cherchait un petit peu partout. Vous n'allez pas sur Internet et vous commandez votre siège bébé, votre truc. Moi, tout devait être pensé. Un siège bébé où vous devez aller voilà, de côté comme ça, c'est pas pareil. Il faut trouver le siège bébé qui se tourne dans la voiture. La poussette, quel type de poussette? De quelle manière? Sans s'abîmer, sans se faire mal au dos. Donc j'ai expérimenté et j'ai trouvé plein de solutions. Et ce qui est très drôle, c'est qu'entre le premier et le deuxième, qu'est-ce qui se passe entre-temps? C'est l'expérience. Le deuxième, il avait à peine une semaine, je le prends dans son landau, je le mets dans un porte-bébé, je prends mon fauteuil roulant, j'ai un petit scooter électrique que j'adapte, je prends, le bébé s'endort sur moi, 10 minutes plus tard, j'arrive à l'école de mon fils, j'ai une petite plateforme derrière, mon fils qui est debout derrière moi, le bébé dans les bras, c'est pas un sujet. C'est-à-dire qu'en fait, je sais. Et donc entre le premier et le deuxième, je suis devenu un papa expérimenté, mais finalement comme tous les papas. Après, la réalité, c'est que je pense qu'on a besoin d'un accompagnement plus important, d'informations. De toute façon, ce qui est valable pour la parentalité des personnes handicapées, c'est valable pour tout ce qui concerne le parcours de vie d'une personne handicapée. C'est qu'on manque d'outils, on manque d'informations pour pouvoir compenser ce qui nous est arrivé et pour pouvoir avoir les mêmes droits, les mêmes libertés et pour pouvoir jouir de ce que la société a à nous offrir. Et donc, sur la parentalité, ça ne fait malheureusement pas exception de pouvoir référencer voilà, tous les outils, toutes les adaptations et aussi potentiellement les témoignages de gens qui vont nous rassurer sur le fait qu'on peut être des très très bons parents, qu'on soit handicapé ou pas. Et puis à partir du moment où on est aimant, pour moi, on sera de toute façon un bon parent. Moi, quand j'ai mon accident, je suis un jeune homme de 18 ans qui est en situation de handicap. Voilà, c'est comme ça que la société me voyait. Donc avec tout ce qu'il y avait de préjugés il y a 23 ans, alors qui existe encore aujourd'hui, mais d'un regard de peur, de pitié, de compassion excessive, d'infantilisation. Quand je deviens champion et que progressivement je deviens un peu médiatisé, là le statut change. Je suis handicapé, mais je suis un champion handicapé. C'est-à-dire que je suis un champion paralympique qui s'avère faire du sport dans un fauteuil roulant, mais ça change un peu. Le jour où je suis papa, le jour où je suis chef d'entreprise, le jour où je suis... En fait, le jour où je fais des choses un peu comme tout le monde, on devient finalement comme tout le monde. La première fois que je vais chercher mon grand qui a 7 ans à l'école, où tout le monde, tous les papas et les mamans, et notamment toutes les mamans qui sont encore majoritaires dans les cours de récréation quand on va chercher les enfants, sont au courant qu'on vient d'avoir un enfant, on n'a pas été trop présent pour le grand. Quand moi j'arrive avec mon petit fauteuil électrique, que j'ai mon bébé qui est en train de dormir, qui a une semaine, et au moment où j'arrive et que je repars avec mes deux enfants, vous êtes le meilleur papa du monde, tout le monde vous regarde avec des yeux remplis d'amour, de ce que vous voulez d'ailleurs, on y met ce qu'on veut. Les papas sont super fiers, sont super contents, il y en a certains qui disent putain comment tu fais avec les deux, les mamans elles trouvent ça super mignon, sans rentrer dans le cliché, mais voilà, il y a plein de mamans qui ont aussi elles-mêmes des enfants en bas âge, au moins des enfants de 7 ans, et c'est un moment où à ce moment-là, il n'y a pas de...
il n'y a pas le pauvre. Il n'y a pas le pauvre mec en fauteuil. Au contraire, les sentiments sont complètement inversés. Alors des fois, c'est trop. Parce qu'à l'inverse, on sublime le papa. Non, en fait, je suis un papa qui est capable de faire des choses. De la même manière que vous savez que j'étais capable de faire du sport, bah, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas capable de tenir un bébé, ou de lui donner à manger, ou de lui chanter une berceuse. Chose que je ne ferais pas tout de suite. Moi, quand j'ai l'accident à l'âge de 18 ans, je suis au milieu d'une fratrie de trois. J'ai un grand frère, un petit frère. On est sportif depuis qu'on est gamin, on est compétiteur, surtout moi. Et moi, je suis le casse-cou de la famille. Mais bon, ça a pu être un de mes frères, c'est moi. Donc j'ai un accident de la vie et cet accident parce que je fais le con et que j'ai envie d'impressionner mes frangins. Mais ce qui m'est arrivé, ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours. Des personnes, des jeunes de mon âge qui ont des accidents, que ce soit en conduisant leur bagnole, que ce soit en faisant du ski, que ce soit en plongeant dans une piscine où il n'y a pas assez de... Tous les jours, vous avez des accidents de la vie comme ça. Moi, j'ai un enfant qui... les chiens ne font pas des chats. J'ai un enfant qui fait du sport, qui est fan de sport, qui fait beaucoup de foot, qui joue au tennis, qui nage. Bon, bah voilà, à la maison, on a des escaliers. Bah, en fait, il passe son temps à escalader, à grimper. Et pas parce qu'il m'a vu le faire, pas parce qu'il a vu des vidéos moi le faire, parce qu'en fait, moi, je ne le limite pas. Je lui dis, faire attention, mais comme n'importe quel parent. Je ne pense pas lui dire plus attention parce que je suis en fauteuil roulant. Et il skie très très bien. Il a appris à skier depuis l'âge de 3 ans avec nous. Moi, c'est mon sport préféré, ça l'est toujours, malgré mon accident de ski. Et mon plus grand kiff, c'est de skier avec mon enfant. Mais en lui donnant les codes pour que, voilà, qu'il soit sensibilisé au danger, mais sans avoir peur. Et la boule au ventre dès qu'il fait quelque chose. Mais comme on apprend un enfant à regarder à droite, à gauche quand on traverse, et ben quand on skie, je lui apprends. Et pour moi, le meilleur outil, c'est de donner, notamment dans le sport, c'est d'être techniquement capable, d'être bon, pour déjà pouvoir compenser ce qui n'irait pas. Et ensuite, c'est sensibiliser au danger. Oui, bah, j'aurais comme tous les parents, j'aurais mal au bide quand mon gamin aura 17-18 ans, qu'il sera en soirée, que je ne sais pas s'il rentre en scooter, en voiture, s'il a bu, quand il y aura les premières embrouilles au lycée, les premiers cœurs brisés. Quand on aime, on aime. Moi, je suis une mère juive, donc de toute façon, mes petits garçons, le moindre truc qui leur arrive, je voudrais qu'on enlever leur souffrance. Quand on a vacciné là, mon petit dernier, là, je le tenais dans les bras à la seconde où je le vois, à ce moment-là, voilà, ça m'arrache le cœur. Je les aime comme des fous. C'est quelque chose complètement irrationnel au-delà de... Voilà. Et ben ouais, je ferai comme tout parent jusqu'à la fin de la vie, et pas jusqu'à 20 ans, jusqu'à la fin de ma vie, tout ce qui leur arrivera, qui les rendra malheureux, me rendra malheureux. Ce que mon père m'a dit un jour, après mon accident. Il fait quand t'es heureux, je suis heureux. Elle ne me l'a pas dit tout de suite, parce que sinon ça m'aurait mis un peu de pression quand j'étais au fond du trou après mon accident. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on aime les gens, ce qui s'applique notamment pour les enfants, ça s'applique à tous les gens qu'on aime. Quand des gens de votre entourage sont malheureux, vous l'êtes aussi. Aujourd'hui, la question et le rapport que les personnes handicapées ont à la vie intime, que ce soit la sexualité, que ce soit la séduction, et peut-être au bout, l'amour / la parentalité. Voilà, admettons que ça se fait dans cet ordre-là, que d'abord on veut plutôt plaire, on va avoir une petite vie sexuelle tout à fait convenable, puis un jour on tombe amoureux et puis on fait des enfants. Bon, voilà, on peut le faire dans le sens qu'on veut. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on se bat, on est des sujets, en fait, on nous positionne comme des sujets de santé, et puis progressivement des sujets de droit. C'est-à-dire que notre combat, c'est de s'assurer qu'on ait les mêmes droits et pas uniquement les mêmes devoirs dans l'accès basique à la santé, à l'éducation, à l'emploi, à la culture, au sport. Mais dès qu'on arrive à la question de la sexualité, de la vie intime, de la parentalité, c'est presque plus un sujet, tellement c'est tabou. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a tellement à faire avant. Parler d'accessibilité, on nous parlait vraiment d'accessibilité, c'est très bien, moi, qu'il y ait des rampes partout, qu'il y ait du braille partout, des cinétiques sonores, très bien. Mais c'est pas, moi, je ne vis pas dans un ascenseur ou à l'entrée d'un bâtiment public toute ma vie. Moi, je passe l'essentiel de mon temps avec les gens que j'aime. La vie intime, c'est ce qui vous prend le plus de temps. C'est-à-dire que vous êtes au moins une dizaine d'heures chez vous, entre les heures où vous dormez, où vous mangez, et quand vous avez des enfants, où vous partagez du temps avec eux. Donc la plupart de mon temps, je vais quand même la partager avec les gens que j'ai choisis, les gens que j'aime et qui m'aiment. Et donc aujourd'hui, un de mes combats, un de mes plus grands combats, j'anime une émission de radio qui s'appelle Dis-moi oui Andy sur So Good Radio, qui justement vient aborder la question de la sexualité, des sexualités, de tout le monde, sans faire de focus sur la sexualité des personnes handicapées précisément, mais de la sexualité avec un grand S. Et la parentalité est un de nos sujets aussi. Et donc moi, ce que je voudrais, c'est que la société comprenne qu'on n'est pas que des sujets de droit. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour survivre. Aujourd'hui, on nous donne les moyens de survivre. On est là pour vivre pleinement et pour jouir de tout ce que la société a à offrir. Moi, je crois, j'ai été élevé en pensant qu'il n'y a qu'une vie. Et il n'est pas acceptable aujourd'hui en France, en 2023, qu'on envisage la personne handicapée uniquement pour lui donner quelques droits et quelques compensations des droits qu'on lui aurait retirés. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir profiter
comme les autres de tout ce que la société a à offrir. Et la sexualité, la séduction, la vie intime, la parentalité, évidemment, doit y prendre toute sa part. Et notamment dans l'accompagnement de personnes handicapées qui, pour des raisons des fois médicales, mais aussi des raisons extérieures à des problèmes médicaux, font que l'accès à la parentalité est plus compliqué. Aujourd'hui, quand on parle de procréation médicale assistée, on a d'abord pensé au couple homosexuel. Mais nous, moi je suis hétérosexuel, la question de ma sexualité n'est pas le sujet, mais la question de devoir nous aider parce que mon handicap ferait qu'à un moment j'ai plus de problèmes qu'une personne valide pour avoir un enfant, doit aujourd'hui être prise en compte, mieux accompagnée et de mieux communiquer là-dessus et voilà, de donner des outils. On a besoin d'outils pour que tout ça finalement soit assez banal, qu'une personne handicapée puisse être papa, maman, un bon papa, un mauvais papa. En tout cas, donnez-nous les mêmes droits et après on verra dans un monde meilleur. À un moment de notre vie, on est tous victimes d'accidents de la vie. C'est-à-dire que c'est le point commun, on ne demande pas à naître, on est, on vit, on meurt. On va avoir des problèmes dans notre travail, on va avoir des problèmes de couple, on va perdre malheureusement des parents, des grands-parents, la maladie, je veux dire, tous ces sujets sont des accidents de la vie. Je ne dis pas ça pour vous, pour vous mettre le moral dans les chaussettes, mais la réalité c'est qu'on a ce point commun. Et on a des accidents de la vie plus ou moins graves. La réalité c'est que malgré ces accidents de la vie, à mon sens en tout cas, vaut le coup d'être vécu. C'est-à-dire qu'on va passer des moments extraordinaires et de toute façon on n'a pas le choix, on est là. Une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on va faire pour être le plus heureux possible? Et en fait moi quand j'ai eu mon accident, mon monde s'est écroulé. Mon monde s'est écroulé parce qu'à 18 ans, je n'avais pas prévu de devoir passer le reste de ma vie dans un fauteuil roulant. Mais par contre, j'ai découvert, parce que bien entouré de mes parents, d'aimants, de mes parents, de mes frères, d'amis, parce que le sport, parce que l'humour, parce que l'autodérision sont tout autant d'outils qui m'ont permis de me reconstruire, de prendre du recul, que la vie, ce n'était pas juste votre capacité à mettre un pied devant l'autre, c'était la capacité à pouvoir jouir de tout ce que la vie, les rencontres, les émotions peuvent vous procurer. Et ça, le bonheur ne se définit pas par votre capacité à mettre un pied devant l'autre, certainement pas. Et donc, ça a été ça pour moi, de jour en jour, de mois en mois, le fait de redécouvrir que je pouvais être un ami, je pouvais être un papa, je pouvais être un amant, je pouvais être un mari, je pouvais être un frère, un cousin, un connard, un mec très sympa, un mec drôle, un mec chiant, un mec qui se plaint. En fait, d'être un peu comme tout le monde. Une fois que la société cesse de m'entraver, me donne les mêmes droits, la même liberté de me déplacer et de vivre ce que vous vivez, alors quand je dis vous, personne valide, et ben en fait, je dirais une personne qui vient d'avoir juste un accident, sois patient, ça va être dur, il va falloir te bagarrer, mais il y a la place, si tu as les bons outils en ta possession, il y a la place de vivre une vie sociale épanouie et globalement une vie heureuse.